Dis, Astérix, qu'est-ce qu'ils font, les pirates? Cette fois-ci, j'ai gagné. Vous n'avez pas coulé mon bateau. Ils sont fous, ces pirates. Et c'est ainsi que, dans le village gaulois, on fête le retour d'Astérix et d'Obélix. Ah non chef, c'est pas du tout ce qu'on fête là. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'on fête alors? Ah bah là ce qu'on fête c'est le feu vert qu'on a reçu pour l'autorisation d'ouverture de cet Automatix. Ah bah alors attends! Et c'est ainsi que, dans le village gaulois, on fête la réception de l'autorisation d'ouverture de cet Automatix. Aujourd'hui les petits potes, on se retrouve pour parler du parc Astérix et plus précisément de leur nouveauté 2025, j'ai nommé cet Automatix. Le parc nous a conviés à venir tester ce nouveau coaster familial avec un plan de com conçu dans l'urgence parce que bien ils n'attendaient que le feu vert pour pouvoir ouvrir leur nouveauté qui a été retardée de plusieurs mois. Et donc quand ils ont enfin reçu l'autorisation d'ouverture de la bête, il n'avait que quelques jours entre l'organisation de journées presse et médias et l'ouverture du ride au public. Donc je me dis qu'il y a quand même quelques personnes de l'équipe de communication qui ont dû suer à grosses gouttes. A la base, cet Automatix devait ouvrir en avril dernier. C'est vrai que d'habitude, le parc Astérix n'est pas en retard dans l'ouverture de leur nouveauté, mais là, il y a eu de nombreux aléas, notamment des retards de livraison dus au constructeur. Donc le ride n'a ouvert que le 18 août dernier. En soi, le parc Astérix aurait très bien pu nous faire une Six Flags et ouvrir le coaster uniquement la saison prochaine, par exemple. Mais bon, c'est bien de pouvoir en profiter pour la fin de la saison estivale, mais également pour toute la saison Halloween et toute la saison de Noël, si tant est que les conditions climatiques s'y prêtent. Bon, je vais pas trop vous retenir avec ce briefing concernant donc cet Automatix, attraction sur laquelle je m'épanche suffisamment dans cette vidéo qui lui est quasi exclusivement dédiée, et je vous invite donc tout de suite à venir avec moi pour aller tester cette nouveauté, et pour ce faire, je vous laisse immédiatement avec ce que j'ai filmé et ce que j'ai monté. Nous sommes donc de retour au parc Astérix, un parc qui ne chôme clairement pas puisque les voici qui nous proposent de découvrir leur nouvelle montagne russe après Toutatis qui a ouvert 2 ans plus tôt. Ah ça c'est sûr qu'on n'est pas dans la même dynamique qu'une certaine souris parisienne. Au programme donc en ce jour, la découverte de cet Automatix qui a connu un bon retard à l'allumage, mais aussi la découverte pour ma part de l'extension de la zone égyptienne qui est venue grignoter la parcelle de National 7, qui est bien entendu l'historique attraction de Taco ayant fermé ses portes pour laisser place à un nouveau restaurant habilement appelé les Fast du Nil. Les fast food, vous avez compris l'idée. Cette zone est encore en cours de développement, marquant pour l'instant une transition très sèche et abrupte avec le cirque et l'oxygénarium qui sont encore complètement hors thème, mais qui subiront un gros lifting d'ici peu sans que le futur du cirque nous ait été précisé de manière certaine. Concernant les Fast du Nil donc, le parc se devait de recevoir des visiteurs dans une zone couverte, abritée, parfaite pour protéger les gens des différentes intempéries, mais aussi plus agréable lors des saisons automnales et hivernales pendant lesquelles les températures peuvent freiner les visiteurs s'ils n'avaient pas d'autre choix que de manger à l'extérieur. On est ici sur un restaurant disposant d'une salle très spacieuse, à l'écart des caisses et des bornes de commande qui créaient souvent un brouhaha assez pénible. Le tout tire son thème du goûteur apparaissant dans Astérix et Cléopâtre, celui-là même qui finit avec une tourista carabinée après avoir goûté au pudding à l'arsenic d'un mon beau-fils. Goûteur qui sera sauvé par un remède dont Panoramix a le secret. Ah ça, je connais le lore. Je peux vous dire que ce dessin animé, je me le suis bouffé une quantité de fois incalculable quand j'étais gosse. Du coup, notre goûteur s'est lancé dans le business de la restauration rapide, et tout dans le restaurant nous narre son histoire, aussi amusante que référencée. Bref, du Astérix dans le texte, quoi. On appréciera fortement le puits de lumière disposé au milieu de la salle, qui amène, comme son nom l'indique, de la luminosité, dont profite parfaitement un jardin intérieur qui amène beaucoup de charme et de sérénité à l'ensemble. Les végétaux, ça apaise, et ça change clairement des salles froides et aseptisées que peuvent nous proposer certains parcs d'attractions, typiquement Spirou avec ses salles aussi agréables que des cafettes d'air de repos d'autoroute. Côté tarifs, on oscille entre 14 et 18 € le menu, des tarifs plutôt honnêtes pour de la restauration de parc, surtout compte tenu des efforts fournis pour nous offrir un espace agréable et thématisé, et pour la qualité de la nourriture qui est elle aussi satisfaisante. On vous conseillera le burger merguez, qui est une idée un peu saugrenue sur le papier, mais qui s'avère être de bonne
bonne facture. D'ailleurs, ce n'est pas une saucisse façon hot dog, mais bien un steak de merguez qui composera votre burger. Et j'avoue que j'ai été assez surpris par la qualité du produit. Bref, on valide cette idée audacieuse, et on remercie chaleureusement Mathieu Gallus, chef de projet au parc Astérix, et Sébastien Gippon, responsable de la restauration du parc, d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Et on essaie de digérer très rapidement avant d'en passer au plat de résistance du jour, à savoir la découverte de cet Automatics. Ce coaster, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un spinning Gerschloer de 14 mètres de hauteur, 420 mètres de longueur pour une vitesse max de 45 km/h. Ce Grand 8 propose un layout custom avec pour particularité de posséder une zone de boost à pneus. Pour faire le comparatif, je m'appuierai sur mon expérience et sur les différents spinning Gerschloer que j'ai pu faire jusqu'ici, à savoir Dubai Drone à Play DBX, Ankaten à Bonbonland, Pandemonium à Six Flags New England et Six Flags Saint-Louis, Vicky the Ride à Plopsaland Ardennes ou encore Shredder à Nickelodeon Universe Theme Park, qui était le dernier spinning Gerschloer à avoir ouvert jusqu'alors et qui a ouvert en 2019, donc il y a 6 ans. Mais pour bien commencer tout ça, on va remettre un peu de lore au milieu de ce compte rendu. Cet Automatics, ce n'est pas que le nom de ce nouveau ride, c'est aussi et surtout le forgeron du village qui a passé sa vie à se foutre sur la gueule avec son voisin qui n'est autre que le poissonnier Ordre Alphabetix. Que ça sent. Viens me le dire ici qu'il est pas frais. Bah oui, je viens. Même gêné. Et quand les deux ont fini de se taper sur la gueule, ils s'en prennent généralement au barde Assurance Tourix qui chante aussi bien qu'un phoque s'étant coincé les couilles dans la crevasse d'une banquise. Ici, cet Automatics s'est lancé dans la conception de chars construits sur mesure pour les visiteurs du parc. Des chars qu'ils auront la possibilité de tester sur une piste d'essai spécifiquement prévue à cet effet. Et là, y a pas à dire, il y a eu du boulot d'abattu au parc Astérix. Et on sent que depuis de nombreuses années, on se sort les doigts pour nous proposer des attractions vraiment bien emballées. Ici, j'ai l'impression qu'on a franchi un véritable cap. Parce que certes, tout est plus resserré que sur des attractions type Toutatis, Pegasus Express ou Osiris, ce qui permet de donner un effet d'étoffement plus prononcé en concentrant les éléments thématiques. Néanmoins, je trouve qu'hormis la file d'attente et le bâtiment qui sont dans la droite lignée de ce que fait Astérix depuis quelques temps, il y a vraiment une grosse différence en ce qui concerne la gare du coaster. Là, c'est foisonnant, il y en a vraiment de partout, il y a un vrai boulot sur l'ambiance et l'éclairage, avec qui plus est des éléments kinétiques très intéressants qui mêlent l'utile à l'agréable. L'agréable parce que dynamiser la gare en y intégrant des éléments de parcours avec des trains qui les traversent, c'est toujours une excellente idée. Utile parce que cette zone peut faire office de zone d'évacuation, qui est donc placée directement en gare, et ça, c'est hyper malin. Ah bah maintenant on optimise les parcours à la CDA, ça c'est sûr. On notera également le boulot effectué sur les trains, qui sont les plus chiadés que j'ai pu voir sur des spinning Gerschloer, volant ainsi la vedette au Drakkar du Vicky the Ride de Plopsaland Ardennes. De même, on notera les nouvelles lap bars, ma foi plus confortables que celles qu'on peut retrouver sur les modèles précédents, avec la barre qui vous passait entre les jambes. Ah bah là, c'est tout de suite plus confort et plus ergonomique, c'est sûr. De la déco, donc, c'est ce qu'on trouvera dans la gare, dans la file intérieure qui ne manque clairement pas de charme, mais également dans la file extérieure dont on reconnaît immédiatement la signature de Julien Berthevas, avec plein de petits gags disséminés à droite à gauche qui fonctionnent tout à fait bien sur moi. De même, on appréciera fortement l'intégration de l'attraction à ce quartier en mutation, proposant un parcours virevoltant au-dessus des allées du parc pour donner davantage de dynamisme à l'ensemble. On accueillera positivement la refonte de l'entrée d'Attention Menhir qui se marie maintenant tout à fait bien à l'univers de cet Automatics, formant ici un ensemble cohérent et harmonieux. Bref, pour une première approche, c'est déjà du positif, car quand un parc soigne l'emballage de ses rides, il fait déjà une bonne partie du boulot pour qu'on reçoive l'attraction positivement. Reste donc plus qu'à voir si cet Automatics est un coaster qui vaut le coup. On embarque donc dans ces trains dans lesquels on se fait face à l'instar des spinning Intamin, des trains qui certes ajoutent à la convivialité, mais qui font nécessairement perdre en lisibilité le long du parcours, qui est pourtant très décoré. De fait, ce positionnement fait qu'on loupe beaucoup de la scénographie une fois à bord, tant notre vue est obstruée par le gabarit de la nacelle. Après, l'avantage de tout ça, c'est qu'on ne fait pas du tout attention à toute la partie backstage qu'on traverse juste après avoir passé le boost. Allez, les opérateurs vérifient la fermeture des lap bars, confirment la vérification à l'aide d'un badge qu'ils passent sur un boîtier disposé sur la nacelle même, et on s'en va sans plus tarder voir ce que cet Automatics a dans le ventre. Dès la dispatch, le train parcourt quelques mètres afin d'effectuer un demi-tour qui nous permettra d'aller chercher le lift. Plutôt que de la jouer minimaliste et de nous faire traverser un tunnel noir, cette petite zone pré-lift est décorée comme un dark ride, et qui plus est accompagnée d'un sound design se déclenchant à chaque passage de train, ainsi que d'un light show évoquant la fonderie
fonderie permettant à cet Automatix de façonner ses pièces pour concevoir nos chars de compétition. Le train se fait donc attraper par la chaîne du lift tout en douceur et nous grimpons les 14 mètres de la bécane pour finir par dominer l'ensemble de ce joli quartier. D'ailleurs, même si le débit effectif de l'attraction n'oscille qu'entre 400 et 450 personnes par heure, la cadence à laquelle sont envoyés les trains est impressionnante. On en voit très régulièrement grimper le long du lift et on se dit que lorsque les différentes pannes seront corrigées, il n'y aura que quelques secondes entre chacune des dispatchs. Le débit est faible, mais la cadence est très élevée, un paradoxe auquel il faudra s'habituer. Au sommet, pas le temps de niaiser, on entame la première descente entrecoupée par une bosse inclinée sur la gauche qui permet d'aider le train à entrer immédiatement en rotation. Et là, si vous êtes un nombre impair dans la nacelle, il y a de fortes chances que vous vous embarquiez pour une grosse séance de spin jusqu'aux freins finaux. Le creux de la drop après la bosse est parfois un peu abrupt et peut avoir un côté tape-cul pas très agréable. Un petit virage relevé plus loin, on s'en va sur une break zone qui aura pour effet d'accélérer encore la rotation de la nacelle, que ce soit en entrée et plus encore en sortie. On redescend ensuite de la break zone, puis après une courte série de virages, nous arrivons sur un boost à pneus qui redonnera de la vitesse au train sans que malheureusement nous ne sentions véritablement la propulsion. C'est un élément qui ne permet au train que de regagner de la vitesse, mais qui ne procure aucune sensation particulière. Suite au boost, on négociera une bosse qui se prolongera en descente twistée avant que nous n'attaquions un horseshoe suffisamment bien dosé pour que l'effet de bascule se fasse ressentir quelle que soit notre position. On en arrive alors sur une nouvelle break zone située à l'intérieur de la gare pour déboucher sur le dernier élément du parcours, à savoir une petite bosse légèrement airtimée qui se clôturera par un virage nous menant sur les freins finaux. Alors Dubik, le verdict sur cet Automatix. Déjà, en termes de thématisation, que ce soit l'extérieur ou l'intérieur du ride, on est sur ce que le parc Astérix a fait de plus abouti. C'est foisonnant, détaillé, soigné, tout est très dynamique, il y a toujours quelque chose à regarder et ça c'est déjà un excellent point. Il y a un vrai travail sur l'ambiance et l'immersion qu'on retrouve de plus en plus sur les créations du parc et ça n'augure que du bon pour la prochaine grosse nouveauté qui ira chercher du côté du Dark Ride Coaster à la Uncharted de PortAventura ou à la Gringotts d'Universal Studios Florida, en espérant d'ailleurs qu'on soit plus proche du second que du premier. Ensuite, le ride complète parfaitement l'offre du parc Astérix en termes de sensations. Cet Automatix s'inscrivant en renfort de Pegasus Express pour venir étoffer la proposition familiale. De fait, ne vous attendez pas à un coaster très fourni en sensations, l'attraction étant d'ailleurs de catégorie 4. Ce qui veut dire que les airtimes n'y sont pas possibles, sauf à pousser très légèrement le curseur de jet négatif, comme c'est parfois le cas durant le parcours. Toutefois, si vous voulez corser l'affaire, faites en sorte de vous retrouver en nombre impair à bord du ride. Alors oui, avec le fil Automatix et la Single Rider, ça va pas forcément être évident, mais ce serait vraiment très bien pour pimenter un peu votre tour. Typiquement, à 3, on s'est retrouvé à faire un tour si intense en rotation qu'on a dû descendre une fois revenu sur les freins tant la machine nous a retourné la tronche, alors qu'on avait la possibilité de repartir immédiatement. Après, faut aussi dire qu'on en enchaînait notre 3e tour d'affilée à ce moment-là. Bon, et puis là, je pense pas que ça puisse vous arriver de sitôt, mais j'ai eu l'opportunité de le faire tout seul dans le train, et là c'est pareil, je peux vous dire que ça tourne fort. De toute façon, comme tout bon spinning qui se respecte, la clé pour en tirer le maximum, c'est d'avoir un vrai déséquilibre en termes de poids au sein de la nacelle. Et là, je peux vous dire que ça envoie bien du pâté, faut pas avoir pris de cervoise avant. A contrario, je me suis retrouvé à faire le ride à 2 avec Jérôme, dans un équilibre quasi parfait, et là c'est tout juste si nous avons réalisé une rotation complète durant le parcours. Mais ça, c'est le jeu avec les coasters à rotation libre, hein. De fait, cet Automatix peut être très light, comme bien plus vigoureux, tout dépendra de l'équilibrage de votre nacelle. Point positif des spinnings, c'est que tout change d'un tour à l'autre, non pas seulement pour le poids, mais aussi en fonction de votre positionnement. Donc si vous le faites en marche avant ou en marche arrière, ajoutant beaucoup au taux de refaisabilité de la machine. Je préfère encore et toujours les spinning moreurs à la Windjass ou à la Tarantula, que je trouve plus surprenant et inventif, mais force est de constater que de tous les spinning Gershauer que j'ai pu faire, cet Automatix est de loin le meilleur. Le parcours est malin, tout en souplesse hormis le taquet dans le creux de la première drop, propose un chapitrage cohérent sur ses 420 mètres de parcours avec des éléments de plus en plus serrés et de plus en plus dynamiques, et propose surtout la véritable signature de Julien Simon, à savoir qu'il n'y a pas 3 mètres de rail sans qu'il ne se passe quelque chose. Tout est optimisé, il y a de l'audace avec ce launch à pneus qui malheureusement n'apporte pas le petit coup de pied au cul espéré, mais qui a tout de même le mérite d'exister, et on prend plaisir à parcourir ce layout sautillant et biscornu qu'on a même un peu de mal à anticiper lors des premiers tours. Ce que j'aime avec ce spinning, c'est qu'il a en lui beaucoup de l'ADN des bobsled Gerschlauer, Tiki Waka en tête, faisant qu'on retrouve tout autre chose que les traditionnels circuits de spinning, avec virage en épingle et hélix à tire-larigot. Ici, on a parfois l'impression que c'est un bobsled sur lequel on aurait collé des trains de spinning, et force est de constater que ça marche très bien. On aurait parfois souhaité avoir un peu plus de guillis dans le ventre, avec des drops un peu plus abruptes, des courbes d'accélération un peu plus prononcées, des virages plus secs, un boost plus puissant, tout ce qui arrive à faire horreur, hormis le boost finalement. Mais en l'état, c'est déjà un coaster qui se fait à
avec plaisir, mais pour lequel jamais je ne ferai une heure de fil. D'ailleurs, en termes de grand 8 familial, je lui préfère Pegasus Express. Pour parler du plus gros point noir de cet Automatix, difficile de passer outre la capacité du coaster, qui, comme je vous le disais plus tôt, avoisine les 400-450 personnes par heure en opérationnel. Parce que le débit théorique, j'ai bossé sur Crush's Coaster, donc je peux vous dire que c'est bien bullshit cette histoire. De fait, même si c'est un coaster venant en soutien de l'offre et qu'on ne le considère pas comme une tête d'affiche, c'est un coaster qui tapera très régulièrement les 50 minutes d'attente. Typiquement, Tiki Waka Walibi Belgium vient en soutien du reste de l'offre du parc. Pourtant, le temps d'attente reste toujours élevé sur cette machine, et je pense qu'on a tendance à trop souvent sous-estimer le succès que peuvent rencontrer les attractions familiales, surtout en Europe. De fait, je pense que le parc Astérix a trouvé son Crush's Coaster, et que celui-ci n'est autre que cet Automatix. Puis, pour ne pas aider au débit, le coaster est disponible en fil Automatix, un investissement vers lequel beaucoup de riders se tourneront sûrement pour s'éviter les 45 à 60 minutes d'attente que le ride nécessitera la plupart du temps. Cet Automatix, c'est donc un bel ajout pour la famille, un ride qui dynamise sa zone en termes de kinétique, un ride bien emballé, travaillé, qui propose un parcours original sans pour autant satelliser les visiteurs dans l'espace, un ride certes court mais qui offre beaucoup de choses sur un laps de temps réduit, et un ride pour lequel il faudra s'armer de patience avant de pouvoir y poser ses fesses. D'ailleurs, pour éviter que la file ne s'éternise sur 3h30, la file a été designée pour accueillir 45 minutes d'attente à pleine capa. C'est déjà ça de prix pour éviter de prendre les visiteurs au piège avec une attente interminable. Plus qu'à revenir pour voir ce que la bestiole donne de nuit, parce que de jour on a déjà les prémices du boulot effectué sur l'éclairage, mais je pense que de nuit ça doit quand même avoir sacrément de la gueule cette histoire. D'ailleurs, étant donné que c'est joli, beaucoup de personnes vont rester devant à regarder tourner la bête, et là je pense à l'étroitesse de la place devant l'entrée du coaster. Je me demande donc ce que ça va donner avec les flux de circulation, ce qui m'interroge étant de savoir si l'encombrement de cet endroit ne va pas rapidement se transformer en surcharge, rendant la zone extrêmement pénible à traverser. Bref, en termes de gestion de flux, j'ai encore quelques points d'interrogation et j'attends de voir ce que ça va donner cette affaire. On remercie à nouveau Mathieu Gallus pour le temps qu'il nous a accordé au cours de ce nouvel entretien mené avec passion et dédié à cet Automatix, et on se dit que c'est vraiment top que le parc Astérix ouvre de plus en plus ses coulisses aux passionnés pour communiquer autour de ses nouveautés. On aura terminé cette journée en buvant pas mal de cervoise, à consommer avec modération et à ne pas enchaîner avec les chaudrons. Et on se sera lancé à l'assaut de la revanche des pirates pour bien se rappeler que ce truc, ce serait quand même pas mal de penser à le raser tant il ne sert à rien. La rethématisation est sympa, mais alors il y a un effet sur 4 qui marche et l'ensemble fait franchement peine à voir. Alors autant exploiter cet espace qui bouffe une empreinte au sol pas possible pour faire un truc un peu moins pitoyable. Et je dis ça avec un élan de nostalgie immense pour le Grand Splash qui est une des attractions phares de mon enfance. On sera aussi allé refaire Toutatis, qui est un coaster que je porte de moins en moins dans mon cœur, qui propose un mashup d'éléments qu'on a déjà vu en mieux sur tous les coasters dont il s'inspire, que ce soit le Camelback de Maverick ou le stall à la RMC. Sans même évoquer ce top hat freiné qui est vraiment un tue-l'amour de l'absolu. Bref, plus je le fais, plus j'en ressors blasé, et j'aimerais vraiment pouvoir vous dire le contraire. Pour finir, j'aurais dégusté une dernière petite cervoise en laissant les camarades aller faire un tour de mon flume ride français préféré, à savoir Menhir Express, qui propose tout ce qu'il faut d'humidité sur un parcours comportant 2 drops, un canal aérien bien tumultueux, une petite partie dark ride et une bosse pour faire le plus sain. Tout ce qu'il faut pour être heureux en somme. Allez, il est temps de mettre les voiles du parc Astérix, en se disant que le parc vient de nous pondre une belle petite nouveauté qu'on prendra plaisir à retrouver lors de notre prochaine visite, si tant est que le temps d'attente ne dépasse pas les 20 minutes, ce qui est très loin d'être gagné. Ah, et puis on fera un de nos derniers petits coucous à la rue de Paris qui va nous quitter prochainement pour laisser place à une très grosse nouveauté du parc Astérix, en se disant que quand même, toutes les petites bizarreries que renferme cette zone qui me laisse déjà nostalgique, ça va nous manquer, j'en suis persuadé. Ah, la rue de Paris. C'est vrai qu'au départ, on pouvait se demander mais qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là? Et puis finalement, avec le temps, on a appris à l'apprécier. En tout cas, moi, pour mon cas personnel, eh bien, j'en serai très nostalgique quand elle disparaîtra. Je le sais déjà. Les premiers jours d'exploitation de cet Automatix ne me font pas mentir. Effectivement, l'attraction atteint régulièrement les 45 à 50 minutes d'attente, avec parfois des accalmies en fin de journée où l'attente peut descendre à 20 minutes. On est donc très proche des matrices qu'on peut retrouver sur des coasters type Crush's Coaster Walt Disney Studios ou alors Tiki Waka à Walibi Belgium. Et ce qui est sûr, c'est que le parc Astérix était tout à fait conscient des limites capacitaires d'une telle attraction pour une destination qui approche les 3 millions de visiteurs annuels. Et ce qui est également sûr, c'est que c'est une attraction qui complète malgré tout très bien l'offre, parce que c'est un modèle qui n'est pas très répandu, le Spinning Gerstlauer, et en plus, ça vient s'ajouter à l'offre familiale du parc qui avait cruellement besoin d'une petite botte de secours. Ouais, parce qu'à ce niveau-là, l'offre est très vieillissante au parc Astérix. Il y a certes Pegasus Express qui est assez récent, mais sinon c'est de la trace du Houra, c'est du Voldicar, c'est du SOS numéro bis, donc ça commence vraiment à dater quoi. Donc oui, l'offre familiale avait
avait besoin d'être renforcé. Comme toujours sur des projets de ce type, plusieurs constructeurs ont été consultés avant que Gerstlauer ne soit finalement choisi, notamment Maurer, mais qui possède un rayon de courbure trop serré et également trop de poteaux à disposer, donc un constructeur qui a dû être d'office éliminé par manque de place. Vous vous doutez bien que Mack a également été consulté, mais leurs spinnings sont trop intenses pour la cible visée par le parc Astérix, notamment Twist Opal ou alors Spider-Man's Doc Ock's Revenge à IMG Worlds of Adventure. Tout ça c'est beaucoup plus intense que cet Automatics, ça vous permet de vous faire une petite idée quant au niveau d'intensité de cet Automatics du coup. Ah bah c'est familial, très familial. Intamin n'a pas été évoqué dans les constructeurs consultés, pourtant ils font eux aussi des spinning coasters qui sont un petit peu dans la même vibe que les Gerstlauer, c'est-à-dire que les trains possèdent des assises tournées vers l'intérieur, donc les visiteurs se regardent. Après je dis ça évidemment avec un petit peu d'humour, parce que j'ai testé Tornado à Bakken, qui est vraiment un spinning extrêmement intense, c'est d'une méchanceté sans nom, et quand on sort de ce truc-là, on se demande si on a envie d'y remonter ou pas, c'est vraiment très très méchant. Ah bah c'est typiquement le genre de machine qui a échappé à son créateur, ça c'est sûr et certain. Bref, pour le parc Astérix qui cherche une attraction familiale, c'est effectivement une très mauvaise idée. Je vous invite à aller voir à quoi ça ressemble Tornado à Bakken, je peux vous dire que pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, le jour où vous mettrez vos fesses dedans, vous vous direz « Ah, je comprends pourquoi ils ont pas choisi ça ». Alors oui, je préfère Pegasus Express à cet Automatics. Cet Automatics, de toute façon, ce n'est pas une attraction majeure, c'est une attraction qui vient vraiment en soutien du reste de l'offre du parc. Après, les seuls décisionnaires là-dedans, c'est les visiteurs, et si les visiteurs ont envie de faire de cet Automatics une attraction majeure, ils le feront, et ça se verra sur les temps d'attente. Et je pense que là, il faudra vraiment trouver une solution pour les débits, notamment par exemple, virer le fil Automatics qui est disponible jusqu'au rang bronze, et ça met pas mal de gens dans la file, et donc ça massacre vraiment le débit. Après bon, c'est à l'expérience et à force d'exploitation qui se feront vraiment une idée précise des problèmes capacitaires de cette attraction, et comment les résoudre au mieux. Mais bon, quoi qu'il arrive, je pense vraiment pas que l'idée du fil Automatics soit une grande idée. Je remercie chaleureusement les équipes du parc Astérix pour leur invitation, et plus spécialement Camille Dourche et Pauline Merci, qui ont dû courir absolument partout des jours durant pour pouvoir couvrir cette ouverture dans l'urgence. Ah bah ça, je pense que ça a pas dû être facile, ouais. Et je souhaite une bonne découverte à ceux d'entre vous qui n'ont pas encore pu tester cet Automatics et qui donc s'apprêtent à le faire. Il est temps pour moi de clôturer cette vidéo consacrée au parc Astérix, j'espère évidemment qu'elle vous a plu. Si vous découvrez cette chaîne avec cette vidéo et qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, et pour tout le monde, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker, à la partager, ça m'aidera beaucoup et ça me fera grandement plaisir. Dans la prochaine vidéo, les petits potes, nous repartirons pour les États-Unis, et ce coup-ci, l'épisode sera bel et bien consacré à Carowinds avec son phénoménal Fury 325. Et jusqu'à cette prochaine vidéo où nous partirons donc à Carowinds, située entre la Caroline du Nord et la Caroline du Sud, jusque là les petits potes, portez-vous bien et ridez bien. Allez, ciao!